Merci beaucoup, ma chère Pascale. Je vous laisse repartir avec le micro. Il tournera d'ailleurs ce micro. Peut-être qu'on s'en fera d'ailleurs l'économie parce qu'on est dans une petite audience ce soir. Mais vous aurez également la parole. C'est tout aussi le signe sous lequel on souhaite placer ce cycle de conférences et sous le signe de l'interaction. Et donc, on aura le plaisir de vous écouter puisque vous pourrez interpeller notre grand témoin à l'issue de son intervention et de nos échanges. Un cycle qui souhaite évidemment promouvoir les recherches relatives au rapport de l'humain à son environnement, vous l'avez bien compris, un cycle de ces 4 conférences. Et dans ces 4 rendez-vous sont organisés évidemment autour de la thématique, autour du fil rouge face à la crise écologique. Quelle démocratie, les nouvelles formes d'expression au service de la transition. Je vous remercie également de penser à mettre votre téléphone sous silencieux. Vous aurez tout le loisir de consulter vos messages à l'issue de nos échanges. Merci beaucoup. Donc, première rencontre ce mardi 11 janvier avec Dorothée Brouès. Bonsoir Dorothée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir intellectuel qu'on a eu déjà à préparer nos échanges, on peut le dire, bien entendu. Vous êtes biologiste de formation, et puis on a quelques, évidemment, proximités professionnelles, puisque vous êtes journaliste et journaliste scientifique pour le coup. Moi, c'est plus l'économie, mais on se retrouvera dans cette conversation. Vous êtes présidente également de Tech for Life, catalyseur de transition écologique et bioéconomique. C'est comme ça que vous présentez cet accompagnement des organisations. Vous les aidez à s'aligner sur ces sujets. Et puis, vous êtes cofondatrice aussi de Vivagora, qui a développé une culture du débat sur les questions scientifiques et techniques. Effectivement, il faut faire mention de votre dernier ouvrage qui est disponible ce soir dans ce partenariat avec la librairie Durance. Et donc, vous pourrez évidemment en faire l'acquisition à l'issue de cette séquence, publiée en 2019 aux éditions Pérégrine. Et dans cet ouvrage, c'est très intéressant et tout à fait en lien avec ce que nous allons évoquer, vous donnez la parole à des juristes, des entrepreneurs, des financiers, des comptables, des militants, des personnalités politiques et puis des universitaires qui s'efforcent d'articuler économie, écologie, qui cherchent à donner du sens à nos activités productives. Alors à travers votre travail, et puis je vous donnerai la parole bien sûr, vous mettez en avant les responsabilités face aux choix technologiques et aux modes d'existence humaine à venir, et puis vous dénoncez également la mise au culte de cette innovation qu'on célèbre en permanence, peut-être trop facilement dans le monde de l'économie. Donc quelles sont les articulations entre les enjeux environnementaux et démocratique? Ça a été évidemment un peu évoqué par Pascal il y a quelques instants. Comment la transition écologique implique une refonte de nos méthodes démocratiques? Comment réussir la transition écologique d'un point de vue démocratique? C'est toutes ces questions que nous allons essayer auxquelles nous allons essayer de répondre, de dénouer avec vous, Dorothée. Alors racontez-nous peut-être, une première intervention, une première question justement sur ce sujet. Quelle démocratie et quel mode démocratique peut-être pour inscrire les limites de notre planète et peut-être et sans doute de notre économie? Merci beaucoup pour votre introduction. Merci pour votre accueil à tous. Pascal Vial, Elie Comins, que je connais bien, et vous tous, dont je connais certains visages, puisque j'ai eu l'occasion de vivre à Nantes. C'est un lieu que j'aime beaucoup dans sa diversité, dans les combats qui s'y manifestent, et la beauté de ce lieu où mes grands-parents, d'ailleurs, au moment il y a un siècle, se sont rapprochés de par les guerres du nord de la France, puisque je suis d'origine flamande. Alors, vous posez parfaitement le sujet, et il est extrêmement grave, et je vous remercie d'être là, parce que on va avoir besoin, et ça va être en forme de vœu pour cette année, on va avoir besoin de compter les uns sur les autres, véritablement, et c'est pas une mince affaire. Dans un moment où les milieux s'opposent, où les communautarismes se crispent, et où l'idée du bien commun, d'un intérêt général, est totalement effondrée. On pourrait presque dire en introduction que si la loi Pacte a introduit l'entreprise à mission récemment, eh bien c'est peut-être parce que nous sommes dans une généralisation de la démission. Parce que dérégulation depuis 40 ans, ça fait des dégâts. Voilà. Alors, d'où je parle, et peut-être c'est quand même important de le dire, cette image, c'est pas parce que c'est l'image de mon livre, mais c'est parce que
cette image qui a été choisie pour mon livre, plus exactement, c'est l'organique avec l'inorganique, c'est-à-dire la technique et le vivant. Nous sommes, depuis fort longtemps, dans l'hybridation entre les mondes organiques et inorganiques. Mais le problème qui va devenir, qui devient éclatant aujourd'hui, c'est que cette hybridation, on ne peut pas l'organiser n'importe comment. Parce que le sujet de la limite du vivant est absolument central, c'est-à-dire les équilibres vivants, les équilibres climatiques. Alors, d'où je parle, j'ai juste fait cette description un peu rapide d'un itinéraire, et je vous invite à faire le vôtre parce que c'est extrêmement intéressant, se dire, mais en fait, qu'est-ce qui relie les moments de nos vies, de nos parcours? Qu'est-ce qui m'anime quand je suis au début, quand j'ai 30 ans? Et qu'est-ce qui a structuré les choses quand j'ai 60 ans? Et qu'est-ce qui m'anime pour continuer le chemin? Et en fait... Parce qu'il y a une notion de parcours, évidemment personnel, et de trajectoire, en tout cas. Mais bon. En fait, j'ai réalisé que j'étais en fait une traductrice et qu'effectivement, à 20 ans, je voulais être traductrice. J'ai fait des études de biologie. Il se fait que je suis devenue journaliste parce que je ne supportais pas le détail de la recherche, mais plutôt la synthèse d'un travail journalistique. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler sur le sujet de l'enquête, de renseigner sur quel est ce monde, où sommes-nous. Et puis, en faisant ce travail-là de savoir ce que dit la biologie au monde, ce que disent la physique, etc., les sciences au monde, puisque c'était dans ce domaine-là, journaliste scientifique d'abord à La Croix, puis après dans beaucoup d'autres journaux, eh bien, je me suis trouvée face à informer sur des conflits d'intérêts, sur des conflits de vision. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, depuis le sujet des savoirs, des limites, des doutes, les sciences, ce sont surtout des doutes, ce ne sont pas forcément que des savoirs. Je le rappelle, dans ce moment où on ne sait pas grand-chose sur le coronavirus. Il y a du doute, il faut pouvoir l'assumer collectivement, que nous devons accepter que nous ne savons pas tout sur tout. Et donc, ça veut dire s'organiser pour cultiver le doute, non pas cultiver le doute comme le font les entreprises, mais cultiver le doute comme une capacité à être dans l'incertitude comme nous le sommes aujourd'hui. Et la controverse est venue, et instruire les controverses, problématiser une question. Moi qui ai participé au débat public sur l'éolien au large de Saint-Nazaire avec la CNDP, j'ai bien vu qu'on n'avait pas problématisé la question du paysage. Et que, évidemment, quand on est à la Baule, on cherche à être face à la mer, face à l'infini. Et puis qu'en fait, les éoliennes, c'est quand même l'horizon qui s'arrête à quelque chose, justement, qui est fabriqué par l'homme. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicitées dans le débat public, surtout qu'en général, il est informé, en l'occurrence, par EDF. Donc il y a un petit peu un problème de largeur d'objectivité. Ensuite, le deuxième moment a été sur le débat public, puisque j'ai fondé en 2003 une association Vive Agora. Le débat public, c'est le cœur de notre sujet de ce soir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait société en essayant de discerner ensemble par où nous pouvons passer et quel jeu d'acteurs et quel arbitrage à organiser. Et il y a des institutions pour cela et elles sont vraiment mises à mal aujourd'hui. Et puis le troisième moment qui est beaucoup plus récent pour moi et qui a été inauguré d'une certaine manière par la publication de ce livre, L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, c'est la question de l'action. Comment prendre à bras le corps la question que vous posez, j'essaie d'y répondre, en considérant que les limites planétaires, climatiques, biologiques sur lesquelles nous butons aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'y attarder, on ne parle que de cela depuis 3 ans, eh bien ces limites ne sont pas négociables. Et que tout le sujet de la reconstruction des cadres économiques
et j'y reviendrai parce que c'est considérable du point de vue réglementaire, la transformation des cadres d'opération, même de l'économie, qui ont été mis en place avec le Green Deal en 3 années seulement, eh bien, ce cadre est en train de conditionner le droit d'agir, le droit d'entreprendre, le droit de produire, à bien plus que ce qu'a fait Pigou en 1920 en disant on va faire une taxe pollueur-payeur. Ben non, on ne peut plus continuer à polluer comme ça. Il va falloir donc supprimer certaines activités qui ne sont plus soutenables, qui sont insoutenables, et donc qui vont s'effondrer et qui sont en train d'être ce qu'on appelle des actifs pourris, pour au contraire s'intéresser à des actifs, ce que j'appelle les germes de l'économie, qui est une économie régénératrice et contributive pour à la fois innover, mais tout en maintenant, c'est le sujet clé de notre discussion ce soir, tout en étant attentif à maintenir les biens communs. Alors, on va essayer de discuter du comment, mais c'est quand même un défi énorme. Et il y a véritablement aujourd'hui des raisons d'espérer. On va revenir évidemment, Dorothée, sur ces aspects comptables ou analytiques que vous avez commencé à évoquer. Ce sera aussi le cœur de nos échanges dans quelques instants. Traductrice entre des mondes, ça on l'a bien compris, c'est votre travail notamment de journaliste, votre travail d'implication évidemment et d'engagement sur la question du ou des débats publics. Vous avez évoqué notamment le sujet des éoliennes. Sur la notion de progrès, cette question du progrès versus évolution d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, merci, parce qu'effectivement, toute cette période où j'ai été journaliste et puis le débat public avec Vivagora ont questionné l'innovation et ce sujet de innover pourquoi ? Innover pourquoi, c'est la question du progrès. Alors là, moi j'ai juste cette illustration d'interrogation sur le progrès. Chicago, vous voyez, j'ai évoqué Pigou 1920. Donc Pigou, c'est donc le fondateur de la notion d'externalité et qui a traité le sujet des externalités en disant on va faire payer ceux qui polluent. Bon, on voit où ça nous a menés. C'est pas tout à fait suffisant. 1933, le siècle du progrès. On célèbre le progrès avec cette déclaration de Chicago qui est, je vais être exact en prenant peut-être mes notes à cet endroit-là, l'homme invente, je vais être... Oui, la science découvre. Oui, la science découvre. L'industrie applique. Voilà. Et puis l'homme suit. Voilà, exactement. Automatiquement. C'est ça l'équation. Voilà. Et donc, comme si c'était automatique. Alors on voit bien que presque 90 ans plus tard, le progrès, c'est un gros mot pratiquement. C'est-à-dire qu'on voit que l'idée que, oui, bien sûr, on a inventé l'électricité, on a inventé l'avion, on a inventé tout un tas le train, enfin, c'était extrêmement fascinant, mais qu'il y a, et ça c'est 1972, les dégâts du progrès. Ça c'est la CFDT qui a publié ce rapport en 72. Et bien avant ce rapport d'ailleurs, on a eu Silent Spring, le printemps silencieux de Rachel Carson en 62. Et puis en 72, la même année de ce rapport, on a eu évidemment l'alerte à la croissance, les limites de la croissance plus exactement, avec ce rapport du Club de Rome, où on voyait très bien, les économistes ont montré là dans ce rapport que si on continue de cette manière-là, on allait directement aller vers l'effondrement des ressources parce que on a en fait, je crois qu'il faut dire deux choses. Il y a une science qui est devenue une technoscience. Il y a cette technoscience qui a été quand même directement mise en cause en 1945 par l'industrialisation de la mort, que ce soit la Shoah ou que ce soit Hiroshima. Donc un cataclysme
sur le rapport à la science et au progrès qu'on n'a pas réglé. Parce que ce cataclysme a forcément généré une sorte de tabou qui est directement le sujet de la transmission, qui est arrivé, on va dire, 15 ans plus tard avec les années 68, où on ne peut plus faire confiance à l'homme et on est tombé directement dans l'idée de la cybernétique. Et donc la confiance qui a été octroyée à la machine et aux automates est devenue ce que nous vivons. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur tout ce qu'on pourrait dire autour de l'automatisation et la société automatique, le fait d'avoir même une gouvernance par les nombres, j'y reviendrai avec la comptabilité. Mais ce progrès est donc questionné. Donc les dégâts du progrès chlordécone, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde s'étonne que les Guadeloupéens, les Martiniquais soient hostiles à la vaccination. Comment peuvent-ils faire confiance après avoir leur sol qui est définitivement plus capable de produire des choses saines, avec un taux de cancer de la prostate qui est unique en Europe? Enfin, c'est indécent, c'est immonde. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment, mais là, c'est le technomarché, donc technostructure, technosciences et technomarché, parce que le technomarché, c'est la technique comptable appliquée au marché. Donc, voilà. Et donc, vous avez une automatisation du marché et les algorithmes de la finance qu'on connaît aujourd'hui, qui vont poser problème. Alors j'ai juste mis sur cette slide un manifeste pour refonder le progrès que j'ai rédigé avec Jacques Huybrecht, fondateur d'Entrepreneurs d'avenir, qui a été publié à l'OCDE il y a 2 ans dans un événement qu'a organisé Jacques Huybrecht, un très grand événement. C'est un manifeste pour refonder le progrès dans une réconciliation avec le vivant dont on va parler. Le contrat social et cette évolution du contrat social que vous avez commencé à évoquer et de finalement cette science pour le progrès qui va passer de cette science au service du vivant. Quelles sont les conditions pour ce changement de paradigme? Oui, considérable, parce que c'est la confrontation à du réel qui est le moment que nous vivons. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a pu vivre du point de vue du contrat social, en fait, qui n'existe plus vraiment, puisqu'on ne s'y retrouve plus avec cette gouvernance par les nombres. Pour reprendre le titre d'Alain Suppiot, évidemment, c'est à lui que je pense. Le sujet qui est posé ici, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être capable, dans nos actes, de donner une valeur en réalité à ce qui a toujours été mis dans les externalités. Donc, ça passe à la trappe. Donc, alors, vous voyez que ça fait... Moi, j'ai connu que ça, pratiquement, depuis que je suis journaliste, les années 80. Ah oui, l'écologie, oui, c'est important. Je veux dire, dans l'espace public, ça a fait son sillon. Mais en même temps, ça ne passe pas dans les actes. Et vous avez aujourd'hui, et je fais une petite aparté d'ordre politique, sur la difficulté aujourd'hui de faire corps sur ces sujets d'un défi vital, parce qu'on ne s'en sortira pas sans le résoudre, c'est que la gauche, le Parti socialiste, est techno-fasciné. Donc il est toujours dans sa fascination de la technique qui va résoudre tout. Je l'ai vécu auprès de tous les responsables de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui est un organe mixte Sénat et Assemblée nationale. Du côté de l'écologie, vous le savez mieux que moi, ils n'aiment pas beaucoup l'économie, c'est sale.
Donc on n'est pas très bien armé pour essayer de faire ce qui est le titre de cette réunion, d'inscrire l'économie dans les limites planétaires et sociales. Ce fameux donut de Keith Raworth, qui figurait dans la slide précédente, qui nous met dans les 9 limites planétaires, dont 3 sont déjà dépassées, les questions de climat, les questions de phosphore, etc. Enfin, je ne vais pas détailler. Et puis le plancher social, parce que c'est pas la question climatique et de l'écologie, n'est pas du tout qu'une question qui n'appartient qu'aux écologistes ou qu'aux biologistes. C'est une question collective qui est une affaire de société, et les besoins sociaux ne peuvent que être réfléchis en fonction des limites planétaires. Donc c'est cause commune. Dorothée Breux, ça veut dire passer concrètement du contrat naturel, ou en tout cas du contrat social au contrat naturel, au service du vivant, c'est ça l'enjeu. Oui. Et je pense à Michel Serres évidemment. Bien sûr. Alors Michel Serres a publié ce livre extrêmement important, Contrat naturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le regard doit s'orienter, doit intégrer une considération pour le vivant. C'est pas si évident de le mettre en acte, parce que le vivant, c'est l'ensemble donc des êtres animés, pour le dire comme ça, qui sont pas forcément toujours sympathiques. Alors j'ai coutume de faire l'interrogation suivante. Qui parmi vous a déjà dormi seul dans une forêt ? Une expérience intéressante. Bon, peut-être des souvenirs un peu plus anciens. Voilà. C'est le point de savoir comment nous sommes capables de nous mettre en situation d'inconnu, de surgissement de quelque chose qu'on n'identifie pas bien, surtout dans le noir, dont on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. C'est la radicalité de l'altérité, d'une certaine manière. Et moi, j'aime beaucoup, dans les séances du Parlement de la Loire, dont parlera forcément Camille de Toledo, on a écouté des bioacousticiens et ils nous font écouter des bruits. Et en fait, on se rend compte que le premier réflexe, c'est qu'est-ce que c'est ? Comment le mettre dans nos catégories ? Et en fait, les catégories, eh bien, c'est peut-être intéressant de ne pas mettre les choses toujours dans des catégories et d'aimer se laisser surprendre. Et le vivant, je pars de la chose la plus étrange qui peut faire peur, mais le vivant, c'est aussi très beau et très fascinant. Mais je vous propose, si c'est possible... on va découvrir, oui, des vidéos que vous nous avez préparées. Il faut rappeler aussi que vous enseignez justement cette mesure du vivant à l'école de design de Cergy en région parisienne. Et vous avez notamment ce témoignage, je pense, par rapport à cette question du vivant ou de l'identité écologique, parce que c'est ça qui est concerné, cette vidéo, ce témoignage de Baptiste Morisot. Oui, tout à fait. Qui est philosophe pisteur, c'est intéressant ça. Oui, et il en parle, ces livres sont absolument étonnants dans leur... l'émotion et la sensibilité qu'il déploie. Il dit d'ailleurs que notre époque est caractérisée par une crise de la sensibilité. Et le point très, très, que j'aime développer dans cet enseignement à CY École de Design, c'est cette idée du vivant qui est gradient, qui n'est pas d'un seul coup le vivant. Il y a de l'infravie. Il y a des choses qui ne sont pas des cellules, qui sont une sorte d'émergence d'une organisation, de protoplasme, etc. Le vivant est collectif, le vivant est tissu, le vivant est histoire, inscrit dans le temps. Le vivant est milieu, et le vivant, il est une toile relationnelle. Et donc, sur ce sujet du vivant, vous savez que là aussi, il y a un point de discussion très important, c'est le rapport nature-culture. C'est peut-être important avant de montrer cet extrait de Baptiste Morisot, parce que Baptiste fait partie de ceux qui disent non, il ne faut plus parler du mot nature parce qu'il est trop piégeant. Parce qu'il nous met que d'un côté, il oppose. Le mot nature est toujours opposé à la culture. Or,
je le dis très souvent, c'est absolument fascinant. Nous sommes l'espèce animale la plus inachevée à la naissance, comme si nous étions presque, dans notre condition humaine, les plus armés, les plus en situation d'embarquer la culture en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, puisque notre cerveau se forge par nos expériences, parce que notre système immunitaire est la trace de ces expériences. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que l'opposition entre les deux mots est peut-être à dépasser. C'est ce que nous dit Baptiste Morisot. On découvre son témoignage tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai un souvenir de rencontre avec un grizzly dans lequel le souvenir le plus clair, c'est la trouille. C'est une trouille très pure qui fouette le sang. Le souvenir le plus marquant dans ces séquences de pistage, c'est peut-être la première fois que je suis tombé sur un loup. Je vois quelque chose qui monte sur moi à toute vitesse et très silencieux, alors qu'autour il y avait tous les chiens de protection qui hurlaient. Et je le vois à peine, il s'arrête à 30-40 mètres de moi et on se fixe quelques secondes. Et ensuite il disparaît. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est on s'est rencontrés d'homme à homme, ce qui est parfaitement absurde. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ce sentiment-là. Et une des raisons, c'est parce que c'est vraiment rencontrer un animal sur son trajet propre. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai commandé la rencontre, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui m'a rencontré. La rencontre avec des animaux potentiellement mangeurs d'hommes, ça a un effet philosophique assez profond qui est que ça nous rappelle qu'on est aussi de la viande. Et en fait, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que je crois qu'on est une civilisation qui a essayé d'occulter le fait qu'on est aussi de la viande. Parce que c'est une manière de nous faire croire qu'on s'est extrait du vivant, qu'on s'est extrait des écosystèmes. Et l'idée assez simple, c'est que si vous êtes un mangeur, si vous mangez tous les autres vivants mais que vous n'êtes mangé par personne, vous acquérez par là une position d'exceptionnalité à l'égard du vivant. Les cultures qui ont un rapport moins psychotique avec ces animaux, qui acceptent de cohabiter avec eux, ça ne veut pas dire se laisser manger, hein, mais ça veut dire que ce ne soit pas un tabou, cette affaire d'être de la viande. C'est des sociétés qui, la plupart du temps, ont un rapport beaucoup plus horizontal, qui acceptent leur identité écologique. Et voilà pour ce témoignage de Baptiste Morisot qui illustre évidemment parfaitement cette relation de l'humain au reste du vivant. Dans cette opposition nature-culture, on aurait pu évidemment citer plein de philosophes qui ont travaillé sur ce sujet, et notamment Kant. Mais vous vous intéressez ce soir particulièrement à Bergson. Racontez-nous. Avec Bergson, on a exactement cette traduction de ce que je viens de tenter de signifier en parlant du cerveau et des traces de l'expérience qui s'inscrit dans la matière. Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Alors moi, ça fait des années que je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait traduire, la richesse de ce qu'est l'image du monde à l'intérieur de nous. C'est absolument prodigieux ce qui se passe dans le transfert dans la matière. Pourtant, c'est de la matière. Voilà, on a ces expériences qui sont de la mémoire. Et donc, il me semble que cette attention à cette capacité du vivant et de ce qu'elle a de précieux, cette capacité, nous emmène de manière beaucoup plus puissante que de dire « Ah oui, c'est très important, l'ours polaire, etc. » nous emmène sur notre goût de vivre, le goût de vivre qui est porté par chacun d'entre nous et dans nos singularités de l'expérience vécue de chacun.
Et de cette notion également d'évolution qui est imprévisible, qui tient justement en lien avec cette évolution créatrice de Bergson. La notion de retournement aussi de Weber, vous souhaitiez nous en dire un mot en lien avec ces sujets-là? Oui, alors qu'est-ce que ça fait de considérer le vivant? Eh bien, ça veut dire qu'on va devoir faire un petit peu autrement de ce qui est considéré aujourd'hui, de ce qui est fait aujourd'hui, puisque, j'ai parlé des externalités, si on veut que l'économie soit remise dans la société et remise dans la biosphère, on se retrouve dans une sorte alors j'ai passé je vais faire une pirouette ici, je suis là en fait, à cet endroit-là, retournement, mais je vais revenir à l'autre slide après. On assiste à partir de ce moment-là à l'obligation de se mettre dans cette situation-là, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on vit aujourd'hui. La biosphère n'est pas du tout la sphère de référence dans laquelle nous mettons notre attention pour en tenir compte. Donc, on a ce retournement, enfin c'est même le réencastrement de Polanyi, en fait, qui a été évoqué par René Passé, qui est un économiste. Et pour répondre à votre question, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite pour arriver à cet endroit de bien comprendre comment est-ce qu'on peut travailler sur la rupture à accomplir. C'est que nous sommes dans une modernité qui a cultivé la séparation. J'évoquerai tout à l'heure la séparation entre efficacité et responsabilité, qui était une chose unique de la Bene Gesta romaine. Séparation, c'est vraiment la démarche scientifique et la génétique. Moi, quand je faisais mes études dans les années 80, il n'y avait que la biologie moléculaire, et que la biologie intégrative a eu beaucoup de mal à avancer, et on ne voit plus beaucoup de physiologie, c'est-à-dire que la vision intégrative, certes on y revient, certes on retravaille l'épigénétique, qui est cette génétique l'idée que l'environnement agit sur la traduction génétique dans les organismes vivants. Donc on y vient, mais il faut vraiment être attentif à comment est-ce qu'on retravaille sur cette idée donc de réintégration. Et puis l'importance de la vision de l'être vivant qui déploie son identité par la transformation de l'autre qui lui permet de se transformer. Et donc, il y a une sorte de réalisation mutuelle par la réciprocité. Extrêmement intéressant, qu'on connaît très bien quand on élève un enfant, puisqu'il n'y a pas de possibilité de développement d'un enfant s'il n'est pas attendu, s'il n'a pas un aller-retour entre lui et ses parents et le monde qui l'entoure. Et puis évidemment, la liberté, et ça touchera à la question d'émancipation, qui est assez problématique. Émancipation hors sol, c'est problématique. La question de la liberté, c'est pas un acquis, c'est, à mon avis, à corréler à l'idée du désir d'être. Je pense que ce sera très important d'ailleurs de revenir sur quel est le désir qui peut nous éclairer sur cette démocratie en émergence en lien avec l'écologie. Bon, je voudrais qu'on évoque, vous avez notamment mentionné ces questions de limites dans l'éducation notamment, et cet enfant qui grandit et à qui on doit poser des limites. La question de zone critique justement de Bruno Latour, parce que ça c'est important aussi de l'évoquer, de ces limites, au-delà de la prise de conscience, de bien comprendre qu'à un moment on arrive au bout d'un système productiviste, au bout de certaines formes d'économie. Oui, vous avez vu que Bruno Latour, je ferai allusion non pas à son dernier livre Mémo avec la question des classes géosociales, mais son livre ce qui s'appelait « Où suis-je » a parlé de confinement. Nous sommes confinés, pas seulement aujourd'hui, mais nous sommes dans une condition humaine de terrien, de terrestre, comme il dit, qui n'ont pas de possibilité de vivre autre part dans le monde, dans l'univers que nous connaissons. Et cette zone critique,
ça n'est qu'une toute petite couche mince au-dessus du globe terrestre, c'est-à-dire que 4 km, 5 km, on peut pas vivre à 6 km, à 6000 mètres d'altitude. 6-7 000, on peut plus. Et donc, nous ne pouvons vivre que là. Et là où c'est extrêmement important, c'est que cette zone critique n'a été rendue habitable par les humains tels qu'ils sont aujourd'hui que par le truchement de 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre, qui a permis la production d'oxygène et qui a donc fabriqué cette atmosphère aussi précieuse. Vous vous rendez compte de la préciosité de la situation absolument ahurissante de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, qui n'a certainement jamais eu lieu ailleurs. Il y a peut-être de la vie ailleurs sous une autre forme, etc., mais pas avec cette histoire et peut-être même pas avec de l'oxygène. Et donc nous sommes les héritiers d'une histoire et nous agissons comme des irresponsables. Et donc l'idée de l'enlightenment, de passer des Lumières à l'enlivenment de Andreas Weber, c'est de se dire, mais soyons pas seulement éclairé en s'imaginant que, voilà, comme l'a dit Baptiste Morisot, qu'on peut se tenir au-dessus, mais au contraire de redescendre dans la compréhension de notre condition humaine, comprendre notre condition humaine et je dirais y adhérer. C'est un vrai projet collectif. C'est pas un projet de dire « Ah oui, je suis mortel, c'est pas de chance ». Non, ça peut être tout à fait intéressant de dire « Parce que je suis mortel », eh bien, je vais vivre d'une certaine manière en connaissance de cause. Dorothée Braun-Weiss, quand vous écoute, quand on écoute évidemment celles et ceux que vous citez, cet extrait de Morisot, on comprend bien la nécessité, en tout cas, de remettre en cause, de réinterroger ce productivisme, ces économies, cette croissance, ce progrès que vous mentionnez. Cette prise de conscience et cette situation que vous évoquez, pour l'ensemble de l'humanité, on est toutes et tous concernés aujourd'hui, mais est-ce qu'on est concernés de la même manière, sur le même niveau ? Eh bien, pas du tout, puisque nous prenons conscience que nous sommes sur cette zone critique, donc c'est même plus l'idée de Gaïa, de la sphère, mais nous sommes sur cette petite couche mince. Et si le climat est menacé aujourd'hui, c'est pas parce que tout le monde a émis du gaz carbonique. Il y a eu le développement de certaines régions du monde qui ont créé cette situation. Et par contre, les taux de gaz carbonique sont les mêmes pour tous. Et donc, nous sommes à un moment où un point, je passe au-dessus, donc ça, c'est les questions de... là, on va peut-être écouter ce coup de gueule, si je puis dire, de Harrison Ford. C'est que nous ne sommes pas du tout à égalité à la fois des responsabilités et des impacts sur la planète. J'ai parlé de l'impact sur le carbone, donc avec le réchauffement climatique que ça induit, mais évidemment, il y a les impacts sur la nature, les pollutions. Il y a les décisions qui sont prises en Chine nous sont directement connectées à ce que nous avons comme cadre de vie, et donc nous sommes donc interdépendants. Nous ne sommes pas tous responsables des mêmes choses, et donc nous avons une situation de confrontation à l'insoutenabilité de nos modes de vie. Alors même que cette insoutenabilité est due à certains pays et à certains comportements et à certains modes de vie, et donc une très grande inégalité entre les empreintes des plus riches versus les empreintes des plus pauvres. Donc ça va être un point un peu critique. On va découvrir, évidemment, redécouvrir ce témoignage fort. Je crois que c'était le 13 septembre 2018, à l'occasion, évidemment, à San Francisco, à l'occasion du sommet pour le Climate Change. Et donc, ce témoignage d'Harrison Ford qui pointe, effectivement, et sensibiliser, en tout cas, c'est tout le propos de son intervention aux conditions de réchauffement climatique, mais surtout à l'inaction politique. C'est quand même le coup de gueule que vous évoquiez, Dorothée. On va découvrir ce témoignage ensemble. Stop, for God's sake.
the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. They know who they are. We know who they are. We are all, rich or poor, powerful or powerless. We will all suffer the effects of climate change and ecosystem destruction, and we are facing what is quickly becoming the greatest moral crisis of our time, that those least responsible will bear the greatest costs. So never forget who you're fighting for. It's the fisherman in Colombia, the fisherman in Somalia, who wonders where their next catch is coming from and wonders why the government can't protect them from factory fishing from across the world. It's the mother in the Philippines who's worried that the next big storm is going to rip her infant out of her arms. People in California who are fleeing from unprecedented fires. People on the East Coast are facing the worst storms in recorded history. It's our own country, our own community, our own families. This is the core truth. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, for our climate, for our security, for our future, we need nature. Now, more than ever, nature doesn't need people. People need nature. Let's turn off our phones, let's roll up our sleeves, and let's kick this monster's ass. Témoignage d'Harrison Ford, évidemment, ce coup de gueule, on le disait, même si on ne comprend pas tout, forcément les images peut-être sont parlantes et suffisantes parfois pour exprimer évidemment cette colère contre ces inactions politiques. Nous savons qui ils sont, nous savons qui nous sommes, nous savons que nous avons besoin de nature, ça a été évoqué dans ce rapport aussi que vous mentionniez tout à l'heure, et puis cette différence finalement, cette forme d'inégalité et d'empreinte aussi entre les pays pauvres et les pays riches. Oui, considérablement. Nous avons une responsabilité, nous, pays occidentaux, qui est considérable. Et c'est pour ça que, malgré toutes ces prises de parole qu'on a vues depuis 3-4 ans, on voit très bien la difficulté à faire bouger ce paquebot de la vision du progrès, de la vision d'une économie qui est de toute façon orientée vers le cash flow, vers des entreprises qui ont eu une habitude de fonctionner qui n'est pas intégrée, qui n'est pas située par rapport aux limites planétaires. Et donc, quand Harrison Ford dit « We need nature », on comprend bien que derrière, miser sur les capacités du vivant, comme vous le savez, il le dit, je crois, dans cet extrait, que les capacités de puits de carbone des océans, des forêts, c'est pratiquement 30 à 40% des capacités d'amortissement pour le climat, pour protéger notre climat. Quand on voit que de plus en plus on entend « Ah bah oui, on n'y arrivera pas, donc on va créer une industrie qui va faire des puits de carbone artificiels », on voit bien qu'on marche sur la tête, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant où on est sur le pont du bateau aujourd'hui parce qu'on est conscient, mais que les manières de faire, c'est plutôt d'essayer de se dire sur quoi on va miser et d'essayer d'éviter cette fuite en avant. Et éviter la fuite en avant, ça veut dire évidemment regarder face à face le sujet des empreintes dont j'ai déjà un petit peu parlé. Parce que la crise des Gilets jaunes l'a montré. Voilà, on a des empreintes différenciées et c'est très clair que on va s'orienter, et ça je pense que c'est assez garanti, vers, aujourd'hui on parle de passe sanitaire, passe vaccinal, passe climatique. Passe climatique. Bah oui, vous allez pouvoir prendre l'avion. Ah bah non, vous avez déjà pris 2 fois l'avion, c'est fini.
vous pouvez pas non prendre de sens, c'est fini. Voilà. Il y a des applications d'ailleurs qui sont déjà là, des cartes bancaires qui sont déjà bridées. Donc ça, c'est vraiment la vision. Voilà, on bride, c'est pas très sympathique, mais quand même, il est très clair que si vous regardez toutes les affichages des inégalités d'empreinte et que vous voyez que 1% des plus riches produisent 17% des gaz à effet de serre, vous dites, oh là, il y a quand même quelque chose à faire. Comment on va se débrouiller avec cette chose-là? Et là, d'un point de vue démocratique, on a un vrai défi d'adresser ce sujet-là d'un point de vue de la démocratie, puisque ces inégalités sont plus seulement une affaire riches-pauvres, mais les riches, ok, ils sont riches, ok, d'accord, mais là, ils hypothèquent la possibilité d'un avenir commun. Donc, ça devient juste ça. Donc, vous voyez que ça devient très violent comme constat. Et donc, si on n'est pas capable de collectivement prendre à bras-le-corps cette chose-là pour essayer de la traiter, de l'arbitrer un peu calmement, on ne va pas très bien s'en sortir. Donc empreinte, ça veut dire qu'on le voit, hein, les traductions dans l'espace, le quotidien, ça veut dire tout un tas d'indicateurs qu'il va falloir mettre en place, mais c'est vraiment la gouvernance par les empreintes qui va se développer dans les années qui viennent. Bon, et au-delà de cette situation évidemment de climat, de catastrophes climatiques qui vont impacter les populations à différents endroits du globe, mais in fine, je pense que tout le monde sera concerné. Il y a la question des mobilisations et des conflits ou des conflictualités qui impactent justement nos démocraties. Je voudrais qu'on en parle parce que le temps presse et je voudrais qu'on vous donne la parole. Conflictualité, tout à fait, bien sûr, elles sont et des mobilisations, c'est important. On a un changement dans la manière d'agir. On voit bien que depuis 2015, avec l'accord de Paris, il y a vraiment les entreprises qui ont pris acte d'une obligation à bouger. Et puis, vous avez eu Greta Thunberg, vous avez eu les marches pour le climat, le réveil écologique, donc cette mobilisation de 30 000 étudiants à l'initiative au départ des étudiants de Polytechnique et qui sont donc maintenant très nombreux à signer cet appel pour le réveil écologique, avec une mise en cause de certaines entreprises où non, je n'irai pas travailler chez telle ou telle entreprise parce que pas du tout conforme au réveil écologique. Donc vous avez une sorte de bashing qui est en train de se déployer et donc une discrimination des manières de faire des entreprises qui se développent. Je vais juste faire un petit point, vous voyez, juste sur l'empreinte. Évidemment que les jeunes qui découvrent un monde comme celui-là ne peuvent que se dire quand même 1,6 l'Afrique qui pèse de 1,6 en termes d'empreinte alors que les Américains sont à 20. Là, il va falloir quand même qu'il y ait une régulation parce que c'est en plus l'Afrique ou l'Inde qui vont être les plus affectés par le changement climatique, qui sont en plus grande vulnérabilité. Donc c'est tout le sujet qu'il y a eu à Glasgow de soutenir ce qu'on appelle la solidarité climatique. C'est un enjeu central. Après, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est la disparité entre les riches et les pauvres, et donc les plus pauvres qui sont responsables de très peu d'empreintes. 50% des plus pauvres de la planète sont responsables de même pas de 15% d'empreinte carbone. Donc vous voyez là, il va y avoir un défi de solidarité énorme et donc du point de vue des mobilisations, c'est compliqué parce que vous voyez, on n'arrive pas, j'évoque Glasgow, ça ne marche pas, on s'en sort pas bien. Donc ce qui est très très compliqué, c'est comment est-ce que les situations les plus tangibles d'investissement
pour ce qu'on appelle l'investissement pour le chaos climatique, comme disent les gens de Extinction Rébellion, d'ailleurs, qui ont mis leur logo sur la vidéo que vous venez de voir de Harrison Ford. Hein, ça vous montre aussi comment chacun a investi certaines expressions publiques. Eh bien, il va falloir qu'on trouve là des points d'appui, alors même qu'il y a de plus en plus de procès climatiques dans le monde et qu'on n'arrive pas véritablement à régler les choses. Vous voyez, si je prends quelques exemples, Monsanto, ça a été une vaste système de défaisance, si je puis dire, avec Bayer qui a racheté, et puis finalement Bayer qui a payé plus de 20 milliards pour assumer les milliers de procès dans le monde. Donc c'est vraiment l'hémorragie. Et l'hémorragie parce que la démocratie ne fonctionne plus. Parce que là, on parle de démocratie, mais il faut quand même s'attarder sur la difficulté de croire encore à la démocratie dans une époque où on ne sait même pas si Donald Trump a été élu dans des voies, je dirais, avec des règles acceptables, ou si Cambridge Analytica a tout trafiqué. Et donc, la confiance aujourd'hui dans les élections, où que ce soit, est très fragile. Enfin, la confiance est abîmée, énormément abîmée. Donc, la difficulté, c'est peut-être de trouver des niveaux d'alliance intergénérationnelle et même entre des gens qu'on n'imaginerait pas se rapprocher, qui peuvent avoir des intérêts communs. Et là, de manière très surprenante, et on va y venir, c'est que les ONG qui veulent plus de transparence des entreprises, qui veulent que les entreprises rendent des comptes, et les investisseurs qui investissent dans ces entreprises, même combat. Même combat parce qu'en fait, l'investisseur, il n'a pas du tout envie d'embarquer dans son portefeuille des actifs pourris. Donc on pourrait bien voir apparaître... Et je dirais, une forme de convergence. Oui, une forme de convergence, mais je dirais l'intrigue que pose aujourd'hui au monde l'acceptation par Emmanuel Faber, qui a été le fondateur de l'agriculture régénératrice chez Danone quand il était donc le PDG. Donc une vision de faire une alimentation autrement en essayant de rémunérer l'agriculteur et de faire développer des pratiques régénératrices des sols, les sols vivants, qui prend la tête de ce board international de fabrique des normes extra-financières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner ensemble ? Et donc là, j'ai l'impression que nous arrivons à un moment de bas les masques, c'est le cas de le dire, bas les masques, où il va falloir quand même qu'on... sortir de l'ambiguïté. Voilà, et l'ambiguïté qui est celle de nos langages qui disent on veut protéger le vivant, passage à l'acte. On va poursuivre évidemment et vous évoquiez cette notion de procès à l'encontre de Monsanto et Bayer. La transition est toute trouvée parce que je voudrais qu'on parle de ce tribunal que vous avez organisé justement avec Tech for Life. C'était il y a quelques années, en 2019 très précisément, à la maison du barreau de Paris, un procès spectacle accessible à tous pour interroger le monde avec recul et humour. Il faut nous en parler parce qu'il y a évidemment différentes plaidoiries, différentes parties prenantes et on va découvrir d'ailleurs ensemble quelques extraits, mais quelques mots d'introduction quand même. Oui, alors ce tribunal, là vous avez une bascule. Le tribunal avait comme principe de mettre en accusation un acteur qui a publié en 2012 un livre qui s'appelle « Comptabilité et développement durable ». Cet acteur s'appelle Jacques Richard. Jacques Richard dérange. Jacques Richard dit la chose suivante. L'économie, les entreprises ont une comptabilité qui comptabilise, qui amortit le capital financier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas organiser une comptabilité où on prévoit l'amortissement du capital naturel et du capital social ? 3 capitaux. Donc,
comptabilité triple capital, méthode école de pensée de Jacques Richard, méthode CARE, donc avec un terme qui est très facile, très positif, hein, prendre soin. Et donc nous avons voulu monter ce tribunal avec un procureur général, Patrick de Cambourg, excusez-moi du peu, hein, c'est juste le président de l'autorité des normes comptables. Il nous a dit « Oh, ça m'amuse, j'adore des proches ». Alors il voulait faire un petit moment comme ça, et d'ailleurs il a fait référence à des proches. Et puis il y avait 3 défenseurs de Jacques Richard, 3 autres qui étaient plutôt opposés, et l'idée c'était d'essayer de faire une pédagogie ludique dans l'espace public pour comprendre quel est l'enjeu d'une possibilité de cette augmentation d'une comptabilité, de mettre dans la comptabilité, au-delà de faire de l'extra-financier, de prendre au sérieux ces sujets et de sortir de la logique de l'externalité, tout simplement. Voilà, tribunal pour les générations futures, changer de comptabilité pour sauver le vivant. Bon, on va poser le point d'interrogation. On va découvrir le premier témoignage, c'est celui d'Alain Fustek. Il est président de Goodwill Management. Vous connaissez, en tout cas vous avez entendu ce nom forcément. C'est un cabinet RSE engagé et responsable qui réconcilie ou qui tente de concilier performance économique et développement durable. On va découvrir ce premier témoignage ensemble. La comptabilité détermine tout. Elle traduit notre vision du monde. Et nous découvrons avec effarement qu'elle ne donne pas une image fidèle des activités économiques. Focalisée sur la seule conservation du capital financier, elle est aveugle, elle est insensible aux destructions ou dégâts engendrés par les activités de production. Ce n'est pas un homme de l'eau tiède. Il n'est donc aucunement subversif, il est disruptif. Mais les gens fêlés laissent passer la lumière. Or, la comptabilité, le job de la comptabilité, c'est de rendre compte de la valeur. Selon nos normes, le pétrole n'a pas de valeur. Le gaz n'a pas de valeur. L'aluminium n'a pas de valeur. La seule chose que l'on prend en considération, ce sont les coûts d'extraction. Ça, c'est comptabilisé. Le reste, valeur égale 0. Le jour où nous aurons tout détruit, tout bousillé, tout siphonné, eh bien, Monsieur le Président de l'autorité des normes comptables, votre comptabilité ne servira plus à rien, parce qu'il sera devenu impossible pour qui que ce soit de créer de la valeur. Alors, on me taxe d'idéologue, là aussi. L'idéologue, au sens propre, c'est celui qui étudie les idées et qui montre les idées qu'il y a derrière, notamment cette fameuse comptabilité. Mais on me taxe de partisan, c'est l'autre sens. Si je suis un partisan, je suis fier d'être partisan d'une comptabilité au service de l'intérêt public et non pas de l'intérêt privé, comme cette comptabilité avec son seul capital financier qui est descendu au passif. Le capitalisme quantifie tout en termes monétaires. Il prétend approcher la valeur, d'ailleurs, que de confusion. Si la comptabilité approchait la valeur, mais ce serait un miracle. C'est comme si, mesdames et messieurs les jurés, vous considérez que votre valeur, c'est l'argent que vous avez dans... Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être un commentaire rapidement où on passe à l'intervention d'Yvon Martinet. Oui, peut-être poursuivre, parce que c'est tout à fait cohérent avec ce que vient d'évoquer la Fustek. Oui, on a entendu l'importance de se dire il y a un problème dans la logique même économique, c'est-à-dire que si on programme une économie qui n'a pas un feedback presque, j'ai envie de parler comme ça, il n'a pas sur son tableau de bord l'évolution de ce sur laquelle elle compte pour produire, c'est-à-dire le vivant, vous allez tout siphonner, c'est très clair que c'est ce qui nous arrive. Donc le sujet est bien de ramener dans les tableaux de bord ces indicateurs du vivant, du climat, donc du carbone, et puis de la biodiversité, de l'eau, de la qualité de l'eau, de la qualité des sols, etc., pour garantir le maintien de ces biens. Et attention, pas de marchandisation de la nature dans cette affaire-là, puisque la manière de faire de Jacques Richard n'est pas de comptabiliser la valeur de la nature, mais de comptabiliser les coûts de maintien.
On va suivre évidemment avec l'intervention d'Yvon Martinet. Il est, pour rappel, avocat et président d'honneur du Club des avocats environnementalistes. Il parle évidemment dans cette plaidoirie finale, hein, évidemment, le format était bien plus long, de la nécessité de changer justement de comptabilité avec une nouvelle approche analytique. Certes, l'écoute est tempérée de réflexion sur la méthode. Nous pourrions être d'accord sur le diagnostic, sur le rythme des changements, la vitesse de transition, sur les consensus qu'il faut trouver pour faire avancer les choses, mais la certitude que la nature n'a pas de prix, mais que sa maintenance a un coût est partagée. La certitude que l'être humain n'a pas de prix, mais qu'il doit être au cœur de la transformation des modèles économiques en cours est partagée. La certitude que la tradition et la prudence comptable sont les meilleurs alliés de la traduction comptable de ces évidences, l'alliage du capital naturel, du capital financier, du capital humain, est de plus en plus partagé. Et le procès de ce soir y aura encore contribué davantage. Cette triple certitude doit s'incarner dans ce cœur du réacteur, mesdames et messieurs les jurés. Pour changer sa course, et vous, monsieur Jacques Richard, vous n'êtes ni coupable de subversion de l'ordre économique mondial, ni coupable de manipulation de la comptabilité, ni coupable de marchandisation de la nature. Vous êtes le lanceur d'alerte par lequel la comptabilité sera changée pour sauver la planète, par lequel la comptabilité sera revenue aux sources pour mieux se réinventer dans le nouveau monde sobre et décarboné. Et vous avez bien mis cette tradition de prudence et cette, on va dire, cohérence de la tradition comptable en valeur, en rappelant la proposition fondatrice des marchands de Florence, comme le fameux Marco d'Attigny, vers 1400, ou celle du moine franciscain et mathématicien Pacioli, en 1594. On les unit généralement tous les deux dans, on va dire, la raison et la rationalité de la comptabilité en partie double. Dans ce système historique, le capital financier avancé à l'entreprise est vu comme une dette à l'égard de l'investisseur. Autrement dit, une somme à préserver et même à augmenter, le profit étant le revenu de l'investisseur, après la conservation systématique du capital financier. C'est ça l'origine. Et c'est cette double conception prudente que les normes internationales qui sont en cause et qui sont aujourd'hui en vigueur. Voilà, donc on va évidemment s'arrêter là parce que c'est bien plus long que l'extrait qu'on voulait vous montrer. C'est question de peut-être rappeler les 4 fonctions de la comptabilité aujourd'hui dans cette dynamique et puis on ira très rapidement pour la suite et la fin pour donner la parole à nos amis Dorothée. Oui. Tout à fait. J'ai hâte de vous écouter. La comptabilité n'est pas une affaire avant tout de mesures et de techniques. C'est d'abord une affaire de représentation et de savoir qu'est-ce qu'on va compter. Et choisir ce qui compte, c'est une affaire démocratique. C'est une affaire d'évaluation de ce à quoi on donne de l'importance, ce qui a de la considération. Et nous n'avons pas les mêmes points d'attention aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Et face à la crise où nous sommes, on comprend très bien que le point d'attention qui est la préservation des équilibres planétaires et la condition de notre avenir, c'est donc la chose la plus précieuse à conserver. Et donc, premier niveau, que prendre en compte? Il va falloir donc éclairer tout cela. De quoi nous sommes comptables? Dans la comptabilité, il y a donc la dimension de responsabilité, les engagements, les périmètres d'exercice, les modèles d'affaires, et puis à qui rendre compte et de quoi, mais à qui? Donc là aussi, quel est le dialogue multi-acteurs qui fait que on arrive à se faire confiance? Les contributions, le contrat social, les normes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, au final, que compter et comment? Et là, effectivement, on tombe sur la partie des métriques, des indicateurs et de la mesure. Voilà, pour ces 4 grandes fonctions de la comptabilité, en tout cas, comment elles devraient être. Dorothée Brouwer, est-ce qu'on peut applaudir évidemment pour cette première conférence de ce cycle?
On vous donne rendez-vous, bien sûr, à suivre. C'est le mois prochain. En attendant, le livre, évidemment, disponible ici sur le côté l'urgence du vivant vers une nouvelle économie, paru aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour vos contributions et vos questions, bien sûr. Excellente fin de soirée et à très bientôt. Plaisir de vous retrouver.